Et voilà les amis, bonne année à tous. Bonne année à tous, surtout on va se souhaiter la bonne santé, hein, parce que comme à chaque fois, l'argent, le gouvernement va s'en charger, hein, il va se charger de nous mettre à peu près à l'abri de la richesse et du pognon et des sous-sous et des pépettes. Alors, écoutez, on se souhaite la santé, le bonheur, l'amour, hein, ça c'est le plus important. Et puis on va regarder ensemble les 5 risques majeurs de 2025 pour bien commencer l'année dans la joie et la bonne humeur. Et pour la joie et la bonne humeur, à la fin de cette vidéo, je vous donne le lien pour aller télécharger un dossier stratégie gratuitement. C'est mon petit cadeau de bonne année. Voilà. Ça permettra à tous ceux qui se demandent comment est un dossier stratégie de voir un petit peu comment c'est fagoté, comment c'est fichu et puis de quoi on parle dans un dossier stratégie et dans une lettre stratégie, les 5 risques majeurs de 2025. Évidemment, risque numéro 1, Donald Trump, Elon Musk et son MAGA, Make America Great Again, et il veut vraiment faire l'Amérique plus grande au sens propre du terme. Donc vous imaginez les conséquences géopolitiques qu'on commence déjà à visualiser. Canada, Groenland, Panama. C'est vraiment une volonté d'expansionnisme physique au sens propre du terme. Alors encore une fois, quand on pointe un risque et qu'on fait une analyse, je comprends que certains soient très contents de certaines choses que peut porter Donald Trump. Pour autant, quand on analyse, Donald Trump n'est pas le président de la France, il n'est pas le président de l'Europe. Évidemment, il suit les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et nous, il faudrait qu'on suive les intérêts de nos nations. Bien entendu que nous oublions un petit peu trop. Pire que Donald Trump, d'ailleurs, à titre personnel, il y a ma femme et ma fille qui ont décidé non pas d'annexer le Groenland, plus modestement d'annexer mon grenier, en considérant que je prends beaucoup trop de place dans les combles de la maison et elles veulent me reléguer dans un autre endroit et que je suis en train de retaper. Mais vous leur dites pas, ça met beaucoup de temps à sécher l'enduit. Oh là là, oh là 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 là. J'en suis à la 5e passe, c'est compliqué, donc j'essaie de gagner du temps, mais je pense que la patience de mon épouse et de ma fille qui veulent récupérer et annexer ce grenier pour en faire la chambre pour la demoiselle arrive à ses limites et que voilà, pire que Donald Trump dans les annexions du Groenland. Moi, ma femme et ma fille sont prêts à utiliser les armes, la violence et l'armée pour me déloger, alors que Trump a dit, lui, qu'il n'utiliserait pas l'armée ni la violence pour récupérer le Groenland, annexer le Canada, récupérer le Mexique et le canal de Panama. Quoique pour le canal de Panama, c'est peut-être un petit peu moins sûr. Tiens, faisons un petit peu d'histoire. Vous vous souvenez du Panama et de l'opération Juste Cause par George W. Bush, qui était président des États-Unis, donc c'était Bush père, président des États-Unis en 1989. Et Bush père était aussi l'ancien directeur de la CIA. À l'époque, le général omnipotent du Panama était le général Noriega, également un grand soutien des narcotrafiquants particulièrement colombiens du cartel de Medellín. Et bon, bref, tout ça, c'était un petit monde, et on s'est retrouvé avec une guerre en 1989, et les États-Unis qui ont ni plus ni moins que envahi Panama, arrêté Noriega, extradé Noriega, emprisonné Noriega, Noriega qui d'ailleurs fera un petit passage plus tard par la France. Voilà des petits moments historiques que nous avons oubliés, et pourtant, si l'histoire ne se répète pas exactement de la même manière, on dit qu'elle bégait, et bien là, vous voyez, nous pourrions tout à fait connaître sur l'année 2025 une opération militaire à Panama. Bien entendu, c'est pas a priori l'hypothèse la plus, je ne vais pas dire la plus crédible, mais en tout cas qui devrait se produire, ou statistiquement la plus probable, puisque avant d'arriver à une opération militaire, bien entendu, les États-Unis vont d'abord essayer d'obtenir ce qu'ils souhaitent par la voie diplomatique, et ce qu'ils souhaitent, c'est que le canal de Panama revienne en termes d'exploitation dans leur giron, et que la Chine soit complètement exclue de Panama. Il n'est pas évident, par contre, que ça ne devienne pas un point de crispation. Si la Chine, par exemple, décide d'aider techniquement, militairement, Panama de manière importante, on pourrait
imaginons même se retrouver avec l'équivalent d'une crise des missiles de Cuba. Souvenez-vous, les missiles de Cuba, c'était quoi? C'était les soviétiques à l'époque qui avaient installé à Cuba une base militaire soviétique avec des missiles qui menaçaient directement les États-Unis. Là, sans installer des missiles, imaginons que la Chine installe une énorme base militaire chinoise dans le giron américain, justement, et autour et à Panama, et on obtiendrait peut-être l'équivalent d'une crise moderne de la crise des missiles de Cuba avec la crise de la base américaine chinoise à Panama et une tension énorme entre la Chine, par exemple, et les États-Unis. C'est là aussi une hypothèse, encore une fois, pas statistiquement la plus probable, mais c'est une hypothèse possible. Là, aujourd'hui, ce que nous avons à Panama, c'est vraiment le conflit sino-américain exacerbé. Les États-Unis veulent contrôler cette voie maritime, donc en voulant contrôler cette voie maritime, bien entendu, ils sont prêts à sortir les dents et à montrer les crocs. C'est la même chose d'ailleurs avec le Groenland, puisque le réchauffement climatique, c'est la fonte des neiges. Groenland, c'est Greenland, ça veut dire globalement terre verte. Donc avant d'être une terre glacée, c'eût été il y a fort longtemps une terre verte. Qui dit terre verte dit plus ou moins terre fertile, mais dit surtout terre avec des immenses réserves de ressources naturelles. Et puis qui dit fonte des glaces et réchauffement climatique, dit aussi au niveau du pôle Nord, ouverture de nouvelles routes maritimes. Et donc on en revient au problème de Panama, qui est le contrôle des routes maritimes qui sont potentiellement stratégiques pour les États-Unis. Donc accès aux ressources, accès à l'énergie, accès aux voies commerciales et donc aux routes maritimes. Et vous avez là les plus gros moteurs des guerres et ce qui fait que les nations sont prêtes à se battre entre elles comme des chiffonnières pour s'accaparer évidemment ces réserves, ces ressources, ces voies maritimes, ces voies d'accès. L'attaque de l'Europe par les USA sur le free speech, vous en entendez parler à peu près tous les jours. Donc c'est évidemment au-delà d'une bataille sur la liberté d'expression et la liberté de parole, eh bien c'est une bataille pour libérer la parole, pour permettre de tout dire, y compris des horreurs, mais la liberté de parole, c'est ça, c'est pas d'être d'accord, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense. Et je vous rappelle la logique américaine dans leur constitution, pour se protéger de la tyrannie, ils ont des amendements, il y en a deux qui sont très connus, le premier et le deuxième, les autres le sont un peu moins, vous les regarderez si le cœur vous en dit, mais enfin effectivement les deux premiers sont extrêmement importants en termes de logique et vous devez comprendre cette logique. Le premier amendement, c'est la liberté d'expression. On n'est pas un peu enceinte et donc on n'est pas un peu libre de la même manière. Et donc soit on peut tout dire, soit on ne peut pas tout dire. Et si on ne peut pas tout dire, il n'y a pas de liberté de parole. Et donc c'est le premier pas vers la tyrannie et vers le contrôle de ce que vous pensez. Et les États-Unis, c'est la terre de la liberté. Et donc la première des libertés est évidemment la liberté de dire ce qu'on pense, de voir ce qu'on voit, de penser ce qu'on a envie de penser, même si cela heurte les oreilles du voisin ou choque les pensées du voisin. Alors ça donnera un débat contradictoire, on s'écharpera s'il le faut, on ne sera pas d'accord, chacun défendra ses idées, mais chacun aura le loisir d'exprimer la totalité de ses idées avec le moins d'entraves possible. Premier amendement, la liberté de parole totale pour lutter contre la tyrannie. Deuxième amendement qui est très logique pour lutter contre la tyrannie, si le premier amendement n'a pas été suffisant ou si la liberté a été limitée, eh bien vous avez le droit du port d'armes et de la constitution de milice. Et oui, c'est le deuxième amendement. Le deuxième amendement, c'est pas que le droit aux armes, c'est également la possibilité de vous constituer en milice pour protéger quoi? Pour protéger votre premier amendement et la liberté d'être, d'exister. Et évidemment, elle passe par le fait de pouvoir parler, l'ouvrir, s'exprimer et donc de ne pas être censuré. En réalité, il se lance dans la bataille de la liberté d'expression pour pouvoir gagner la bataille des idées, puisque eux incarnent le courant souverainiste contre le courant, vous l'avez compris, des mondialistes. Et en Europe, le courant des mondialistes a une spécificité, c'est qu'il est mondialiste et bien entendu européiste, c'est-à-dire pour la disparition des États-nations et pour la création d'États-Unis d'Europe, c'est-à-dire
pour une Europe fédérale. Donc créer l'Europe fédérale, faire émerger les États-Unis d'Europe nécessite bien entendu d'écraser, de réduire, d'anéantir l'histoire, la réalité notamment administrative, les capacités de souveraineté de chacun des États-nations que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et donc vous voyez bien, droit européen contre droit national, bon bref, voilà, tout ce que vous vivez et tout ce que nous vivons depuis quelques années. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont pour le moment particulièrement ciblés. Tout le monde attend en retenant son souffle le fait que Elon Musk commence à cibler la France via Twitter, enfin X maintenant, et nous attendons, alors que Donald Trump n'est toujours pas à la Maison-Blanche et n'a toujours pas été investi, on attend le tour, évidemment, du pouvoir français, et ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, ça c'est le premier risque, ça va être évidemment extrêmement déstabilisant pour nos médias, pour toutes les forces constituées, pour tout le courant dominant, pas forcément dans la tête des gens, mais en tout cas dans nos institutions, qui sont les mondialistes européistes français. Hein. Globalement, tout le monde est pro-européen, tout le monde est pro-gouvernement mondial et tout ce que vous voulez dans ceux qui nous dirigent. Le risque numéro 2 qu'il ne faut pas oublier, c'est évidemment l'empereur Palpatine. Et donc l'empereur Palpatine, petite anecdote, voilà, pour rendre l'économie moins pénible et la géopolitique plus sympathique et plus animée. Mais voilà, donc un petit jeu de mots avec Palpatine, l'empereur et le grand méchant de Star Wars, et puis évidemment Palpatine, l'empereur méchant, non pas de Star Wars, mais de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas fini, la guerre en Ukraine n'est toujours pas terminée. Trump se vantait de pouvoir faire la paix en 48 heures, c'est pas évident, hein. C'est pas évident qu'il puisse faire la paix en 48 heures. Il ne faut pas imaginer... 2 secondes, il faut que j'aille vérifier ma caméra, j'ai un petit doute. Non, tout va bien. Impeccable. Excusez-moi pour cette interruption, je vous rappelle, réalisée sans montage et sans trucage. En direct, mais en différé. Donc, la guerre en Ukraine, elle n'est pas terminée. Trump se vantait de pouvoir réaliser la paix en 48 heures. Il n'est pas évident que si du côté de Trump, on ait la volonté de faire la paix en 48 heures pour mettre fin à la guerre, je le mets dans le bon sens, il n'est pas évident que côté russe, il y ait cette même volonté, parce que les pertes, le coût de la guerre a été tel pour les Russes, que s'il y a moins de soutien de la part des Américains, que si les Européens commencent à battre un petit peu de l'aile pour soutenir l'Ukraine, bien entendu, le rouleau compresseur russe pourrait commencer à avancer nettement plus, il pourrait y avoir des gains territoriaux, donc le rapport de force, à mon sens, à ce jour, il n'est pas extrêmement bien encore établi, et je ne suis pas persuadé que chacun n'ait pas envie de pousser un petit peu plus son avantage avant d'entamer des pourparlers sérieux de paix. Donc on pourrait avoir encore quelques petites surprises pas forcément très positives sur la guerre en Ukraine. Et enfin, méfiez-vous et surveillez vraiment cette frontière polonaise avec, je crois, l'enclave de Kaliningrad également, hein, qui est l'enclave russe en territoire polonais. Tout ça est très compliqué et je ne suis pas persuadé qu'on n'ait pas une extension du conflit de ce côté-là. Donc soyez vigilants, on peut avoir des provocations russes, mais on pourrait aussi avoir quelques petites provocations polonaises. Donc voilà, regardez cette enclave géographiquement, hein, la géographie est toujours un vrai sujet dans la géopolitique. Hein, donc la géopolitique, c'est la géographie et la politique. Et donc regardez la géographie, là vous avez avec Kaliningrad vraiment, on voit bien un point d'achoppement qui est assez évident et assez visuel, et ça pourrait être quelque chose qui reviendrait ou qui viendrait de manière avec beaucoup plus d'acuité sur l'année 2025. Le risque numéro 3, bien entendu, c'est l'instabilité politique européenne qui va être attisée, et vous l'avez compris, qui est déjà attisée par MAGA, hein, le risque numéro 1, et Make America Great Again au sens propre, hein, en annexant, mais vous verrez pacifiquement, et via la démocratie et les référendums d'autodétermination, hein, vous savez, pour le Groenland, il va y avoir, donc d'abord le Premier ministre groenlandais est un indépendantiste, et ils veulent leur indépendance vis-à-vis du Danemark,
ils veulent le Groenland libre, et il est fort probable qu'après le référendum d'autodétermination prévu, je crois, en mars ou en avril 2025, il y ait une indépendance qui soit décidée par le Groenland, et que cette indépendance décidée par le Groenland les amène à un accord d'association avec les États-Unis d'Amérique, accord d'association qui fera que ce ne sera pas vraiment un État américain, mais presque un État américain, CF, par exemple, ce que vous pouvez avoir avec Porto Rico dans un premier temps, et puis après une annexion progressive, miette à miette, petit à petit, l'essentiel étant pour les Américains de pouvoir contrôler cette zone et exploiter cette zone. Alors, la France est sans... maintenant, la France est avec un gouvernement. Je ne voulais pas dire sans gouvernement, je voulais dire sans budget, pardon. Donc, la France sans budget, et le gouvernement, on ne sait pas combien de temps il tiendra. En tout cas, le gouvernement, il est sans majorité. L'Allemagne, c'est élection en cours, et donc elle est sans gouvernement. La Roumanie, les élections ont été annulées parce que les Roumains n'ont pas voté comme il fallait. L'Autriche, elle est sans gouvernement, et c'est Herbert Kickl, je ne sais pas comment on dit, qui est du parti dit d'extrême droite, qui pourrait devenir chancelier. En tout cas, on lui a confié la tâche de former un gouvernement. C'est pas dit qu'il y arrive, mais enfin, s'il y arrive, il sera chancelier. Rajouter quelques petites pressions américaines, menu, pour compléter le tableau de l'instabilité politique européenne, et vous avez évidemment un risque majeur et un risque d'embolie des institutions européennes, et un risque de délitement de l'Union européenne. Risque numéro 4, la dette de la France avec des taux d'intérêt qui montent, comme la petite bébête, sauf que c'est nettement moins rigolo parce qu'on a passé l'âge de se faire des chatouilles par papa-maman. Et oui, donc c'était drôle quand on était petit, mais pour les taux et la petite bébête qui monte, ça par contre c'est une mauvaise, très mauvaise nouvelle. Alors on a des rumeurs de dégradation de la dette, de la note de la dette souveraine de la France qui sont revenues par les agences de notation américaines. Ça serait assez logique qu'on soit dégradé. Le problème, c'est que la prochaine dégradation va nous conduire dans un niveau de qualité de dette inférieur, et donc ça va amener plein d'arbitrages, puisque vous avez beaucoup de fonds qui ne peuvent statutairement, légalement parlant, détenir que les dettes les mieux notées. Donc c'est ce qu'on appelle et la qualité prime, c'est la très grosse qualité, le premium si vous voulez, hein, donc c'est les triple A, les AAA+++, et tout ce que vous voulez. Et puis dès que vous sortez de cette catégorie des meilleurs élèves et que vous passez dans la catégorie des élèves tout à fait convenables mais qui ne sont plus les meilleurs, vous passez dans le deuxième tableau de classe, et bien là par contre vous n'avez plus le droit de détenir cette dette, et vous pouvez avoir des dégagements, des arbitrages. Et voilà, depuis un mois, les taux français sont passés de 2,8-2,9% pour le 10 ans à 3,42. Ça semble pas une énorme hausse, mais pour les taux, c'est considérable, surtout qu'au même moment, je vous rappelle que les taux de la BCE ont baissé et qu'on est à plus qu'à 3%. Donc la BCE offre des taux à 3%, là où maintenant les taux de marché sont à 3,42. Et la petite bébête, elle monte, c'est pas fini. Si ça continue comme ça, on va voir les 4. Et la dette de la France à 3 300 milliards d'euros à 4%. Alors toute la dette aujourd'hui ne coûte pas 4% puisqu'elle est roulée petit à petit, etc. Mais imaginez que les taux restent à 4%. 4% à 3 000 milliards, on laisse tomber les 308 milliards, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. 4% de 3 000 milliards, c'est 120 milliards d'euros par an, les cocos. Autant vous dire les amis que là c'est terminé. On n'est même pas capable de payer les intérêts de la dette. À 5%, c'est 150 milliards. 150 milliards, autant vous dire que là, c'est 3 fois le budget de l'éducation nationale. On n'est plus capable de payer les intérêts de la dette. Et donc là, il n'y a pas de secret. Soit on vient ponctionner l'épargne, soit on réduit enfin significativement, très significativement les dépenses, soit on fait faillite. Alors on ne fera pas faillite, on fera l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire qu'on ponctionnera l'épargne et on réduira les dépenses de manière drastique, mais ça vous fera une austérité absolument terrifiante, et donc on paiera le coût et le prix de tout ce qu'on n'a jamais voulu payer ces dernières années. C'est même dernière décennie, hein, ça fait 40 ans enfin même 50 ans, c'était 74 le dernier budget à l'équilibre, donc on va aller sur notre 51e année de budget déficitaire. Pourquoi un budget déficitaire ? Tout simplement parce qu'on ne veut pas payer tout de suite le vrai prix de nos dépenses,
par l'impôt. Et normalement, l'impôt que nous payons tous collectivement, et je dis bien tous, les riches, les pauvres, les moyens, les entreprises, bref, tout ce qui est levé en impôt dans un pays, chaque année, doit globalement couvrir tout ce qui est dépensé par ce même pays dans l'année. Si vous ne voulez pas faire payer par l'impôt le vrai coût, le vrai prix de ce que vous dépensez, eh bien vous complétez la différence entre recettes et dépenses par quoi? Par l'emprunt. Et ça, quoi que vous me disiez, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que nous n'avons pas voulu payer le vrai prix de nos dépenses par l'impôt. Et si nos dirigeants nous avaient fait payer le prix de nos dépenses par l'impôt chaque année, je peux vous assurer que ça ferait bien longtemps qu'on aurait été dans la rue et qu'on leur aurait dit « Niet, vous arrêtez ces dépenses complètement stupides, démagogiques, stériles, etc. Et vous ne nous imposez pas à ce taux-là parce que c'est pas possible. » Et donc, ça ne se serait jamais produit. Le problème de l'endettement, c'est qu'il permet de faire croire qu'il y a des repas magiques, qu'il y a des dépenses magiques, qu'il y a de l'argent magique, jusqu'au jour où vous avez des taux à 4%, et 4% c'est pas beaucoup, 4% c'est pas beaucoup, et même des taux à 4%, on n'est pas capable de les supporter. Voilà, donc surveiller, ça c'est un risque majeur, avec une possibilité de crise de la dette qui proviendrait justement d'incertitudes sur la France. Et cette crise de la dette sur la France, deuxième économie de la zone euro, poids lourd de la zone euro, pourrait entraîner une crise bien entendu de la monnaie unique européenne. Ça, c'est un risque majeur pour 2025. Et enfin, dernier risque majeur, et celui-là, c'est certainement le plus probable, puisque je pense même que ça a déjà commencé. J'ai suffisamment d'indicateurs d'économie de terrain et d'économistes de grenier pour pouvoir vous dire que, compte tenu de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je contemple et des indicateurs avancés qu'on peut avoir, la récession, elle est déjà là, elle a déjà commencé. Elle ne se voit pas encore dans les chiffres trimestriels de l'INSEE, mais je pense que les prochains trimestriels acteront une croissance zéro ou négative. Effondrement de l'industrie allemande, je ne reviens pas sur les raisons, les causes, etc. Mais en tout cas, sachez que l'Allemagne, c'est quand même le premier partenaire économique de la France. Donc quand l'Allemagne va mal, la France ne peut pas aller très bien. Arrêt de l'économie française en raison de l'instabilité politique, budgétaire, etc. Il n'y a plus d'investissement, personne ne fait rien, les gens ils sont bloqués, les chefs d'entreprise sont encore plus bloqués, c'est donc logique et donc ça c'est pas bon du tout et c'est évidemment cet aspect confiance quelque chose qui est mais fondamental pour une économie et pour une croissance. Donc on est très clairement avec un effondrement de la confiance qui entraîne un effondrement de la croissance et donc une récession parce qu'il n'y a pas d'investissement. Il parle d'augmenter la fiscalité, soi-disant des plus riches, ça va se finir par la fiscalité des entrepreneurs, de ceux qui bossent encore et qui créent du boulot. Vous pouvez dire ce que vous voulez de toute manière. Je vous invite à lire le livre La grève d'Anne Rand et vous comprendrez que quand ceux qui créent de la richesse arrêtent de créer de la richesse parce qu'ils sont découragés, c'est tout le pays qui s'effondre. Et vous avez eu, sur cette notion de découragement, un exemple historique en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, dans tous les continents, ça s'appelle le communisme, ça s'appelle l'Union soviétique, ça s'appelle la guerre froide, et tous ces pays se sont effondrés sous le poids du découragement, puisque de toute façon, que vous bossiez ou pas, vous étiez payé pareil, donc de toute manière, et généralement extrêmement mal, et dans des conditions matérielles qui étaient vraiment pas bonnes. Donc de toute manière, les gens, ils se fatiguaient pas beaucoup, et tous ces pays communistes se sont effondrés. Donc quand vous découragez ceux qui travaillent, et que vous découragez les forces vives, bien entendu, vous obtenez une récession et un effondrement économique progressif. Effet retard de la hausse des taux en Europe, et oui, les taux ont beaucoup monté, ils sont passés de moins 0,5 à 4 en Europe, en ligne droite et en un an. Bon, à un moment donné, ça étouffe l'économie, simplement ça a mis du temps, il y a beaucoup plus d'inertie, maintenant on parle de 24 mois quasiment pour ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire, entre l'augmentation des taux, l'effet des taux dans l'économie, on parle de 18 à 24 mois, on y est donc globalement, ça amplifie bien entendu les effets récessifs, puisque ça rend quasiment impossible les investissements immobiliers, d'entreprises, etc. Vous voyez, tout ça c'est en train de complètement s'étouffer et s'effondrer.
et c'est assez logique puisque l'argent coûte très cher. Politique agressive de domination des États-Unis à l'égard de l'Europe, ça n'arrange évidemment rien puisqu'ils piquent nos brevets, nos entreprises, nos startups, nos licornes, tout ce que vous voulez, ils nous pompent tout, y compris nos cerveaux bien faits, et ils vont le faire de plus en plus. Donc tout ce qu'ils vont gagner d'un côté, nous allons le perdre de l'autre. Ça va renforcer cette récession économique. Le poids des dettes, la nécessité de réduire les dépenses, ce qui est toujours générateur à court terme de récession. Moins de dépenses publiques, c'est évidemment dans un pays qui fait quasiment 60% de son PIB, c'est de la dépense publique. Si vous réduisez la dépense publique, vous réduisez le PIB, c'est assez logique. Et le temps que le privé puisse se faire des marges de manœuvre pour compenser ça, eh bien vous parlez de modifications de modèles économiques qui se font sur des années. Je rappelle, 57-58% de la dépense publique du PIB, c'est de la dépense publique. Si vous réduisez la dépense publique de 3 points, c'est de 3 points de PIB, d'accord? Donc si vous faites moins 3 sur la dépense publique, vous faites moins 3 sur le PIB, ça fait moins 3 de récession. Vu la conjoncture, avant que le secteur privé vous fasse plus 3% de plus pour compenser en PIB de croissance, Tintin, voilà. Tintin, Walou est pas possible. Et enfin, les coûts prohibitifs et délirants de la transition écologique et de la lutte contre le CO2. Je vous dis pas que le CO2 c'est pas bien et que c'est pas dangereux, c'est pas le sujet. Le sujet il est économique, c'est la vitesse à laquelle on fait notre transition, c'est la vitesse à laquelle on impose des normes, c'est la vitesse à laquelle on impose des travaux, des changements, etc. Et donc on voit bien que cette vitesse, elle est trop rapide, que ce soit pour les ZFE, que ce soit pour les DPE, les gens ne peuvent pas suivre. Aujourd'hui en France, pour bien vivre, il faudrait, et pour bien suivre la politique de transition écologique, il faudrait pouvoir faire 100 000 € de travaux dans sa maison pour l'isoler, pour faire 1000 balles d'économie à l'année sur sa facture de chauffage, mais dans 5 ans, vu que ça augmente de 20% tous les ans, on paiera autant, donc tout ça est délirant. Et puis il faudrait pouvoir acheter une voiture à 50 000 € qui soit électrique, donc c'est 150 000 € pour pouvoir c'est un coût qui est prohibitif. Bon, on peut en plus faire autrement, il y a des alternatives. Sur les DPE, si on veut produire moins de CO2 et de gaz à effet de serre dans le logement, c'est assez simple en fait, il ne faut pas dépenser 100 000 € par logement, il faut remplacer toutes les chaudières à fioul qui font du CO2 et toutes les chaudières au gaz qui font du CO2 plus ou moins, par des radiateurs électriques à 500 balles qui, eux, font pas de CO2 puisque l'électricité en France, elle est nucléaire. C'est soit de l'hydroélectricité avec nos barrages en gros pour 15%, nucléaire pour 25%, et le reste c'est de l'éolien ou du solaire. Donc globalement, à 2 ou 3% près, entre 97 et 100%, l'énergie nucléaire française est quasiment totalement décarbonée pour l'électricité. Donc il suffit simplement de se chauffer à l'électrique, même pas forcément avec des pompes à chaleur, c'est très compliqué dans le collectif. Et aujourd'hui, dans le collectif, 52% des appartements, par exemple, sont chauffés au gaz. 52% des appartements sont chauffés au gaz. Donc, si vous voulez décarboner, faut pas isoler. Je rappelle, encore une fois, on met des radiateurs électriques, ça coûte pas cher, et les radiateurs électriques, ils font pas de CO2. Voilà, c'est simple. Bon. Et donc, pareil, les radiateurs électriques, ils ont un coefficient dans les DPE de pénalité de 2,3, d'accord? Donc, on considère que quand on utilise 1 kWh d'énergie électrique avec des radiateurs d'électricité, à l'électricité, il faut les pénaliser et considérer qu'ils consomment 2,3. C'est pour ça que vous avez énormément de logements classés G. Mais si demain, vous supprimez simplement ce coefficient de pénalité qui n'existe pas sur le gaz et le fioul, qui eux sont à 1 pour 1, donc ils ne sont pas pénalisés alors qu'ils font du CO2, et les radiateurs électriques sont pénalisés alors qu'ils ne font pas du CO2, on marche sur la tête. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est délirant, c'est-à-dire quand bien même vous voulez lutter contre le CO2, que ce n'est pas du tout comme ils sont en train de faire, il y a des alternatives, ils font n'importe quoi, et il faut le dire, ils prennent de mauvaises décisions et nous envoient dans le mur, et ça ne marchera pas, et ça ne marche pas, et à un moment donné, on se mange collectivement.
le mur de la réalité. Au mois de décembre, je n'ai pas fait de vidéo, mais sachez que, évidemment, le dossier stratégie du mois de décembre sur la dégradation des banques françaises en raison de la dégradation de la situation de la France. Donc, je vous ai analysé la note de Standard & Poor's et la note, évidemment, de Moody's, les 9 règles d'un patrimoine résilient, la solution ultime du gouvernement pour assurer sa solvabilité. Je vous en ai un petit peu, je vous l'ai un petit peu évoqué un peu plus haut. Je vous offre également ce dossier stratégie. Si vous voulez aller le télécharger, c'est sur le site insolentiae.com. Vous avez la petite loupe là pour faire la recherche. Vous tapez simplement dossier stratégie offert. Ça va vous amener sur l'article. Vous verrez la photo. C'est le dossier sur la Russie et sur l'analyse sur la notion de guerre nucléaire et pourquoi ça ne fait pas aussi peur. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, c'est juste pour vous montrer comment je raisonne et quels sont les angles d'analyse qu'on peut trouver dans une lettre stratégie. Quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense. L'idée des dossiers des lettres stratégie, c'est vous permettre de penser au-delà de ce qu'on vous dit, au-delà de ce qui est expliqué, au-delà de toute cette bien-pensance et au-delà de tous ces propos et analyses totalement convenus, finalement sans intérêt et qui ne vous permettent jamais d'anticiper quoi que ce soit. Je vous laisse regarder ça si vous le souhaitez. Je vous laisse partager cette vidéo, l'aimer, lui mettre des pouces, lui mettre des commentaires, débattre entre vous, toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, la gentillesse, la politesse, la courtoisie. C'est important, même si c'est de moins en moins à la mode, mais c'est important parce que ça permet une bienveillance et une humanité nécessaire dans ce monde de brutes, les amis. Ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, inscrivez-vous gratuitement déjà à la newsletter insolentiae.com. Rejoignez-moi sur Twitter @insolentiae. Abonnez-vous également. Ça vous permet de rester, en contact. Mais là où c'est le plus sûr, c'est de vous abonner à la lettre d'information gratuite parce que comme ça, j'ai votre mail et je peux vous écrire si c'est nécessaire. Il n'y a pas de spam et je ne sature jamais vos boîtes mail, bien entendu. Voilà les amis. Encore une fois, excellente année, mes meilleurs voeux de santé et de bonheur avec vos proches, avec vos parents, avec vos enfants, bref, avec ce qu'on a de plus sacré qui sont notre famille et les gens que nous aimons. Prenez grand soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne année de tout cœur, à très bientôt. Salut les copains.